Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nouvelle vidéo sur PostgreSQL, et cette fois-ci nous allons nous occuper de la cohérence des données que nous enregistrons dans la base de données. Nous avons vu dans les premières vidéos comment installer Postgre et comment créer notre table. On avait vu qu'on avait déjà mis quelques contraintes en place, comme par exemple la contrainte de clé primaire ou la contrainte qui obligeait l'utilisateur de mettre une valeur dans la colonne, la contrainte note nulle. On va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin et essayer de mettre en place des systèmes de vérification pour que l'on soit sûr que les données que nous mettons dans une table soient au format où est la valeur requise par la colonne en question. Tout ça, ça va être fait par des mécanismes de vérification que l'on va pouvoir mettre en place directement sur une table, et à partir du moment où on essaiera d'insérer une donnée qui ne correspond pas à cette vérification, en fait, l'insertion sera bloquée. Donc on a plusieurs choses que l'on va pouvoir mettre en place et que l'on va voir au travers de cette vidéo. On va aussi voir la gestion de conflits, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de temps en temps un conflit sur une table, c'est-à-dire qu'on va violer une contrainte que l'on a mis en place. Le cas le plus typique, c'est que vous avez une clé primaire qui normalement doit être unique sur une table. Si vous essayez d'insérer de nouveau une valeur avec la même clé primaire, il va y avoir un problème, vous allez violer la contrainte de clé primaire, et normalement, le système de gestion de base de données, en l'occurrence PostgreSQL ici, va vous apporter une erreur en vous disant que vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal. Vous êtes en train d'essayer de créer une nouvelle ligne dans la table en utilisant une clé primaire qui existe déjà dans la table. Et ça, c'est pas possible. Eh bien, on va voir qu'on va pouvoir réagir à un conflit. Quand on détecte un conflit, on va voir qu'on va pouvoir récupérer ce conflit et pouvoir le traiter de manière différente. Ça, c'est ce que je me propose de voir avec vous aujourd'hui dans PostgreSQL pour pouvoir continuer notre exploration de ce système de gestion de base de données. La première chose que l'on va voir, donc, c'est de mettre en place des contrôles qui vont vérifier si les données que l'on met dans une table correspondent à ce qu'on attendait. Par exemple, on peut avoir des colonnes où on n'attend que certaines valeurs. On va imaginer pour notre exemple qu'on a une table client, c'est les clients de notre entreprise. Donc des clients ont certains attributs, ils ont un numéro de client, ils ont un nom et un prénom, et on veut pouvoir avoir le type de client. Est-ce que c'est un client professionnel, c'est-à-dire est-ce que c'est un client qui est en fait un représentant d'une entreprise, ou est-ce que c'est un client particulier, donc qui fait ses achats en son propre nom. Donc là, je n'ai pas le droit de mettre autre chose que ça. Est-ce que c'est un client professionnel, ou est-ce que c'est un client particulier ? Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse m'insérer autre chose que ces deux valeurs dans la colonne. Je veux maintenir la cohérence de ces données et je veux que la colonne type client ne puisse contenir que deux valeurs, particulier ou professionnel. Eh bien, on va voir comment on peut mettre ce genre de contrainte en place. On va pouvoir le mettre, c'est ce qu'on appelle une contrainte check, une contrainte de vérification, et on va voir comment tout ça, ça s'écrit, et comment est-ce qu'on le met en place, et on va le tester avec certaines valeurs pour vérifier que la contrainte de vérification est bien en place. Alors, on va reprendre tout ça en PostgreSQL en mode console. Donc on va prendre le SQL Shell que l'on avait installé. On va prendre le pass. Voilà. Et alors on va regarder les bases de données qu'on a à notre disposition. On avait créé une base de test la dernière fois, on va la réutiliser. Je vous rappelle que simplement on va passer par /c test, et Postgre nous dit qu'on est maintenant connecté à la base de données test. Donc la base de données test, je l'ai vidée de toutes ces tables, donc on va pouvoir recommencer sur quelque chose sur une base saine. Ok, donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais créer un client avec quelques attributs. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors comment je vais faire ça ? On va faire tout simplement un create table client, et dans cette table client, on va lui mettre un identifiant qui est un serial. Serial, on avait vu que c'était le type qui nous permettait d'avoir un auto-incrément. Le serial doit naturellement ne pas être nul, et il constitue la clé primaire. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la vidéo de création de la table. Puis il va avoir un prénom qui est un varchar de 50. Là aussi, je ne veux pas que le prénom soit nul, donc je vais le spécifier. On a ensuite un nom qui, pareil, est un varchar de 50. Non nul également. Et de quoi on va encore avoir besoin ? Sa date de naissance, on n'a pas forcément besoin de la date de naissance d'un client. On va par contre prendre son email
qui est un varchar de... Allez, on va mettre 100, un email, ça peut être un petit peu plus long. Et on va bien sûr avoir le type client qui va permettre de définir si le type client est un client professionnel ou un client privé. Donc ça va être aussi du varchar de 50. Voilà, j'ai tous mes cas de figure, donc je referme ma table, parenthèse et point virgule, et j'ai ma table qui est créée. On peut vérifier avec /d describe qu'effectivement la table client a été créée, et comme j'ai demandé que mon identifiant soit un serial, vous voyez qu'il m'a aussi créé la séquence qui va avec. Tout ça, ça a été expliqué dans la vidéo qui reprenait la création de table. Ok, donc si je veux regarder ma table client plus en détail, on voit que j'ai bien les colonnes identifiant, prénom, nom, email et type de client. D'accord. Maintenant, la question que l'on se posait, c'est le type de client, je veux qu'il ne puisse contenir que professionnel ou particulier. Et donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre en place une contrainte. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, je vais faire un alter table, c'est-à-dire que je vais modifier une table, je vais modifier ma table client, et je vais add constraint, c'est-à-dire que je vais ajouter une contrainte. Alors la contrainte, je vais lui donner un nom, pour que je puisse la désactiver au cas où. Donc je vais l'appeler par exemple le type contrainte, pour me souvenir en fait que c'est la contrainte qui est basée sur le type de client. Cette contrainte, elle est de type check, validation. Et qu'est-ce que je veux vérifier? Eh bien, je veux vérifier que mon type client qui est ici, mon type client, eh bien, soit il est égal à particulier, ou alors il est égal à professionnel. Mais il ne peut pas être quelque chose d'autre. Alors, il faut faire attention aussi parce que je pense que la casse est importante. On va le tester. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait un alter de table. J'ai maintenant une nouvelle contrainte sur ma table client qui va vérifier que le type client est bien particulier ou professionnel. Alors, je vais faire un /d sur client, et vous allez voir que la contrainte maintenant s'est ajoutée. J'ai donc ma contrainte qui s'appelle type contrainte qui va faire une vérification sur le type client.text. Vous voyez qu'il me l'a fait un cast. Il va vérifier que le type client.text est bien particulier ou alors que le type client est bien professionnel. Bon, alors est-ce que ça marche au final? Ben, on va essayer. On va faire un insert into client. Donc dans les colonnes, je ne prends pas l'ID puisque c'est un auto-incrémental. Donc le nom, prénom, le mail. Je mets virgule. Donc le nom, le prénom, un email et le type client. Qu'est-ce que je mets dans ces colonnes? Je vais mettre les valeurs. Alors prénom, hop, je vais l'appeler Bob. Hop. Voilà, je vais lui donner un nom, je vais lui donner un email valide. Voilà. Et le type de client, cette fois-ci, je vais dire quelque chose qui n'est par exemple ni particulier ni professionnel. Je vais dire que c'est un client individuel. Voilà. Et je vais terminer ma requête insert. Je vais lancer mon insert, et vous voyez que là, je récupère une erreur. Et donc, encore une fois, PostgreSQL est très verbeux dans la possibilité, donc, à chaque fois qu'il a une erreur, il nous explique vraiment de manière très littéraire ce qui se passe. La nouvelle ligne de la relation client viole la contrainte de vérification type contrainte. Donc, c'est bien la validation qu'on avait mis en place. Et en fait, il nous dit la ligne en échec contient, et il nous dit quelle est la ligne qu'on essaye de sauvegarder, enfin qu'on essaye d'insérer. Et donc effectivement, il nous dit que le type contrainte a un problème, puisque normalement le type client doit être professionnel ou particulier, et moi j'ai essayé d'insérer individuel. Bon, là on va essayer de lui mettre vraiment ce qu'il veut. On va juste tester peut-être si la casse, s'il fait un problème de casse ou pas. Si je mets particulier avec un P minuscule, ah, là aussi j'ai une erreur, donc effectivement, il ne veut pas de particulier avec une lettre minuscule. Donc attention quand vous faites un check, là, les majuscules et les minuscules comptent. Je mets maintenant particulier avec un P majuscule, et vous voyez que cette fois-ci, l'insert a été fait, la ligne a donc été insérée maintenant dans le client. Donc il m'a provoqué une erreur, tant que le type client sur lequel j'avais mis une contrainte ne passait pas. Donc si maintenant je fais un select étoile from client, vous voyez que j'ai effectivement inséré Bob i@o.fr qui est un particulier.
Donc l'insertion s'est faite correctement, puisque cette fois-ci j'ai mis le bon type client. Donc, vous voyez que ça c'est une façon très facile, finalement, de mettre en place des vérifications, et en fait ces vérifications vont vous assurer que le contenu de votre base de données est toujours cohérent par rapport aux règles de gestion que vous vous étiez fixées. On va aller un petit peu plus loin dans les checks, puisque pour l'instant, on avait une validation qui se basait uniquement sur une colonne. On vérifiait que le contenu d'une colonne, avait une certaine valeur, et en fait cette colonne était prise de manière isolée. On va voir qu'il est possible également de créer un check sur plusieurs colonnes. C'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier que le contenu de deux colonnes sont bien cohérents. Alors, quel est l'exemple qu'on va prendre? Je vous propose d'essayer de... On va créer une table livre, et dans cette table livre, on va vérifier que le prix TTC, donc le prix toute taxe comprise, est bien toujours supérieur au prix hors taxe. C'est une petite vérification, ça permet juste de voir si on ne s'est pas à un moment donné trompé dans la saisie de notre prix. Alors comment ça va marcher? Eh bien déjà on va commencer par créer notre table livre. On va créer notre table livre, on va faire le check après. On va donc create table livre. Et dans la table livre, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un ID qui est un serial, maintenant on connaît, qui est notre nul, et qui est la clé primaire. Bon. Ensuite, ce livre, il va avoir un nom, sur un varchar de 100, et on aimerait aussi qu'il soit pas nul, parce qu'on aimerait que chaque livre ait un nom. Ok. Et puis ensuite, il va avoir un prix TTC, donc prix toute taxe comprise. Ce prix, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme... comme type? On va lui donner numérique. Voilà, numérique. Et on va lui donner aussi un prix hors taxe. Donc prix acheté, aussi numérique. Et cette fois-ci, c'est tout ce dont on a besoin. Et on va donc naturellement donner le check. Le check qui est là-haut. Donc c'est-à-dire qu'on va simplement, là j'ai oublié une virgule, on va simplement dire que le check que j'ai envie de faire, la vérification que je veux faire, je veux vérifier que systématiquement, le prix TTC est toujours supérieur au prix hors taxe. Donc là, en fait, on va s'appuyer sur deux colonnes et on va vérifier que la relation entre ces deux colonnes est toujours vérifiée. Donc cette fois-ci, j'en ai terminé. Je termine ma requête. La table est créée. Et si je fais maintenant un describe de la table livre, je vais avoir effectivement toutes les colonnes, je vais avoir la séquence qui s'est mise en place, et encore une fois, vous voyez que j'ai une contrainte de vérification qui va vérifier à chaque insertion si le prix TTC est bien supérieur au prix hors taxe. Ok? On va déjà essayer de voir si cette contrainte marche. Donc je vais faire un insert into livre. Donc les colonnes sont le nom, le prix TTC et le prix hors taxe. Et comme valeur, ce que je vais mettre dans mon livre, je vais mettre un nom. Alors un nom, allez, je vais mettre le Seigneur des Anneaux. Voilà. Comme prix TTC, c'est du poche, hein, donc on va mettre quelque chose à 8,50 €. Et comme prix hors taxe, on va être sur quelque chose, je sais pas, 7,80 €, j'ai pas forcément les TVA du livre en tête. Et alors, si je fais ça, ça va fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer un cas qui ne fonctionne pas. Donc là, j'ai mis le prix TTC à 8,50 € et le prix hors taxe à 8,80 €. Si ma contrainte est correctement en place, cette insertion va normalement ne pas passer. Effectivement, PostgreSQL m'amène une erreur. La nouvelle ligne de la relation livre viole la contrainte de vérification livre check que j'avais mis en place. Et la ligne en échec contient le Seigneur des Anneaux. Et effectivement, comme je vérifie que le prix TTC doit toujours être supérieur au prix hors taxe, là ce n'est pas le cas. Donc mon insert est rejeté. Donc je vais juste corriger le prix hors taxe et le rendre inférieur au prix TTC. Donc cette fois-ci je suis à 8,50 € en TTC et 7,80 € en hors taxe. Je l'insère et cette fois-ci vous voyez que l'insertion s'est bien déroulée. Et si je fais un select étoile from livre, vous voyez que la ligne le Seigneur des Anneaux est bien apparu avec 8,50 € TTC et 7,80 € en hors taxe.
Donc cet exemple vous montre aussi qu'on ne se limite pas forcément toujours à une colonne prise de manière isolée, on peut aussi avoir un test qui est fait sur plusieurs colonnes. Alors là j'en ai pris deux, mais la limite c'est vraiment votre imagination, hein. On pourrait avoir plusieurs colonnes du coup sur lesquelles on pose cette vérification. Donc ça commence, c'est un outil assez puissant pour maintenir la cohérence des données, puisque là vous êtes sûr vraiment que l'insert qui va passer dans votre table en fait est passé à travers tous les tests que vous avez mis en place pour supprimer les cas qui pourraient être frauduleux. Alors on va aussi s'intéresser à une autre contrainte qui est une contrainte d'unicité. Alors cette contrainte d'unicité, elle existe déjà sur la clé primaire. Automatiquement, quand vous déclarez une colonne en clé primaire, on peut s'attendre, par exemple, à être sûr que la clé primaire est toujours unique. Et là, vous n'êtes pas obligé de le déclarer vraiment une contrainte là-dessus. Le fait que vous déclariez une clé primaire, on sait qu'elle doit être unique. Cependant, vous pourriez avoir une autre colonne de votre table que vous aimeriez avoir unique. C'est-à-dire que chaque valeur dans la colonne n'est présente au plus qu'une seule fois dans la colonne. Dans ma table client, si je reprends ma table client, que j'ai mis en place tout à l'heure, on voit par exemple que la table client est composée de plusieurs colonnes identifiant le prénom, le nom, l'email, le type de client. Or, l'email, c'est une information qui normalement devrait être unique aussi. Chaque personne devrait avoir son email à soi, et deux personnes ne devraient pas pouvoir partager le même email. Sinon, ça voudrait dire en fait que quand j'écris à un mail, potentiellement, ça peut concerner plusieurs personnes. Alors que non, l'email doit être unique. Alors pour l'instant, j'ai pas de contrainte d'unicité. J'ai pas de contrainte d'unicité, ça veut dire que si je reprends l'insert que j'avais pris tout à l'heure, où j'avais inséré un client, j'ai tout à fait la possibilité d'insérer un deuxième client qui aurait la même adresse mail. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un deuxième client, genre John Smith, voilà, et je ne vais pas changer l'adresse email, et je vais faire un insert. Si je fais un select étoile from client, vous allez voir que les deux clients, Bob Marley et John Smith, ont bien des identifiants différents, ça c'est normal, c'est la clé primaire, par contre ont la même adresse mail. Maintenant ce que je voudrais faire, c'est mettre en place une contrainte qui va rendre unique l'utilisation de l'adresse mail. C'est-à-dire que si l'adresse mail existe déjà dans la table, je ne peux pas insérer un autre client qui a la même adresse mail. Ça va me provoquer une erreur. Et bien pour faire ça, tout simplement, je vais encore une fois passer par une contrainte. Et donc je vais faire un alter table. Alors le nom de ma table, c'est la table client. Et je vais encore une fois ajouter une contrainte, donc add constraint. Le nom de la contrainte, en fait c'est une contrainte sur email. Donc je vais l'appeler email contrainte. Et je veux que ce soit une contrainte qui rende unique la colonne email. Alors qu'est-ce qui va se passer si jamais je fais ça maintenant? Alors maintenant je vais rencontrer un problème puisque dans ma table en fait j'ai déjà deux lignes qui sont concernées par la même adresse email. Donc déjà cette contrainte elle n'est pas respectée pour l'instant. Si j'essaye de la mettre en place à ce moment-là, vous allez voir que PostgreSQL va me monter une erreur et va me dire j'ai pas pu la créer parce que déjà le contenu de la table tel qu'il est défini déjà ne correspond pas à cette contrainte. Et il me dit par exemple la clé email égale et il me donne une adresse email, il me dit cette adresse email est dupliquée, donc elle ne respecte déjà pas la contrainte que tu essayes de mettre en place. Et donc je ne peux pas fixer une contrainte sur une table si la table ne respecte pas déjà la contrainte au moment où je la mets en place. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien je vais changer l'adresse de John Smith. Je vais simplement faire un update de la table client, et je vais faire set email égale, alors je vais le changer, i@i.fr, where id égale 4. Ok. Donc là j'ai fait un update, je fais un select étoile from client pour voir si tout est ok. Je m'aperçois effectivement que maintenant j'ai changé l'adresse email de John et donc Bob et John n'ont plus la même adresse mail. Donc je reprends la ligne de tout à l'heure, je vais essayer de mettre ma contrainte en place sur l'email. Normalement, maintenant je ne devrais plus avoir de problème puisque ma table telle qu'elle est définie respecte cette contrainte. Et vous voyez que cette fois-ci, l'alter table passe justement parce que
la contrainte est déjà respectée. Ok, très bien. Alors maintenant que cette contrainte elle est en place, je vais essayer de réinsérer une troisième personne qui est Alison, avec une adresse email qui existe déjà. Et vous voyez que maintenant, si j'essaye d'insérer cette personne avec une adresse mail qui est déjà l'adresse mail de Bob, eh bien je vais avoir une erreur de Postgre qui va me dire attention, on s'était fixé comme choix, comme règle de gestion qu'une adresse email ne doit être unique dans la table, et là, tu es en train d'essayer de vouloir insérer une valeur que je connais déjà. Et donc en fait, il me dit aussi que la clé sur l'email existe déjà, et donc l'insertion ne se fait pas. La valeur d'Alison n'a donc pas pu être insérée. Si je regarde, si je fais un select étoile from client à ce niveau-là, je m'aperçois qu'effectivement Alison n'a pas été insérée. Les données d'Alison n'ont pas été insérées. Bon, bah, c'est pas très grave, en fait, il suffit que je change finalement l'adresse email d'Alison. Voilà, et cette fois-ci, l'insert se fait bien. Et au moins, on a vérifié l'unicité sur l'adresse mail. Donc, encore une contrainte supplémentaire. On avait vu les contraintes de vérification avec les checks avant. Là, maintenant, on est sur une contrainte d'unicité qui va, encore une fois, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des canards boiteux dans notre table. Donc, plus on aura de fonctions de vérification ou de contraintes mises sur la table, plus on sera sûr de la qualité des données qui seront insérées dans la table. Alors, donc, notre contrainte d'unicité, maintenant, va probablement poser quelques petits soucis. Si on insère deux personnes qui ont le même identifiant, le système de gestion de base de données va remonter une erreur. Si, par exemple, j'ai ici Bob qui a l'identifiant 3, imaginons que j'essaie d'insérer dans la base de données, alors là, j'ai pas l'idée, mais je pourrais ajouter l'idée. Je pourrais ajouter l'idée dans la table client, et je veux ajouter une nouvelle personne, décidément, une nouvelle personne avec l'identifiant 3. Alors je vais faire en sorte d'avoir bien Jim, et je vais changer aussi l'adresse mail puisque j'ai une contrainte d'unicité dessus. Voilà. Je veux donc insérer mon nouveau client, et là en fait, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire tout simplement que la valeur de la clé ne peut pas être dupliquée, puisque j'ai défini ID, en tant que clé primaire, je n'ai pas le droit d'avoir deux fois la même clé. Et là, j'ai réessayé d'insérer 3, alors que j'ai déjà Bob qui a déjà l'identifiant 3. Et il va me dire du coup que j'ai violé la contrainte de clé primaire. Il va encore me dire effectivement que la clé 3 existe déjà. Donc vous voyez que PostgreSQL m'amène énormément d'informations pour m'aider à corriger mon problème. Ok. Bon, ce que j'ai fait ici, en fait, c'est que j'ai créé un conflit. C'est-à-dire que j'ai créé un conflit entre l'enregistrement que j'essaye d'insérer et l'enregistrement qui est déjà présent dans la table. Et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer les conflits. La gestion des conflits, elle est assez intéressante puisqu'elle va nous répondre à un besoin qu'on a souvent quand on manipule une base de données. Parfois, on a des informations qu'on aimerait insérer dans la base de données et on se rend compte que ce qu'on aimerait faire, c'est que si les informations n'existent pas encore dans la base de données, par exemple, j'ai un utilisateur, j'ai des informations d'un utilisateur que je veux insérer dans une table utilisateur. Si les informations n'existent pas, on aimerait faire un insert sur la table. Si les informations existent déjà, on aimerait juste mettre ces informations à jour pour l'utilisateur que l'on manipule. Alors la plupart du temps, comment est-ce qu'on règle ce problème? Eh bien, on va faire un select, on va sélectionner l'utilisateur et on va regarder s'il existe déjà dans la base de données. S'il existe déjà, on va faire une mise à jour, on va faire un update. S'il n'existe pas encore, on va faire un insert. Et bien on va voir qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là directement avec une gestion des conflits. Alors comment ça marche? On va essayer de comprendre déjà comment ça marche, cette gestion des conflits. On a vu que quand on essaie de faire une insertion, toutes les contraintes sont vérifiées et si jamais une contrainte est violée, le SGBD va remonter une erreur. C'est-à-dire que Postgre va nous signaler qu'il y a une erreur, qu'il n'arrive pas à faire l'insert et il va nous indiquer un code erreur. Ce qui peut arriver, c'est que tout simplement, on veut pas que... Ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on veut faire une commande et en fait, on s'en fiche en fait qu'elle échoue ou pas. On aimerait faire une insertion, si la donnée n'est pas là, mais si jamais elle est déjà présente, bah en fait, on veut rien faire du tout.
là, on a la possibilité de le faire avec la commande onConflict qui va directement suivre notre insert. Et on va voir comment ça va se passer. OnConflict, si je regarde bien la syntaxe, elle va se baser sur une colonne, donc c'est-à-dire, si par exemple je donne la colonne ID, ça va me dire, eh bien si j'ai un conflit sur l'identifiant, do fait quelque chose, ou alors do nothing, dans ce cas-là, ne fait rien. Bon, alors on va essayer de mettre ça en place, et on va voir comment ça fonctionne. Alors vous voyez que là j'ai essayé d'insérer Jim, et que j'ai eu une erreur, puisque ça m'a dit que l'insertion violait en fait la contrainte d'unicité de la clé primaire. Bon, alors je vais essayer de reprendre ça, et je vais simplement dire, ce insert, onConflict do nothing. Et je vais insérer ça, et vous voyez que cette fois-ci il m'a fait un insert, sauf que les paramètres qu'il me donne, c'est 0, 0, alors que quand une insertion se fait bien, vous voyez que normalement j'ai un 1 pour me dire qu'une ligne a bien été insérée. Là, en fait, il me dit que l'insertion a été faite. C'est pas le cas, mais il m'a sorti aucune erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je lui ai dit, si jamais tu as une erreur, eh ben, ne fais rien. Mais par contre, ne me montre pas l'erreur. Et vous voyez que si je fais un select étoile from client, vous voyez que Jim n'est pas apparu dans la liste des clients. Donc l'insertion n'a pas été faite. Par contre, aucune erreur n'a été remontée. Alors, c'est pas quelque chose de... Je pense que c'est pas quelque chose à privilégier de faire ce genre de choses. Parce que si jamais il y a les erreurs qui sont remontées par les systèmes de gestion de base de données, c'est pas forcément pour embêter le développeur ou pour embêter la personne qui s'en sert. C'est avant tout pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait peut-être remédier à ça. Le fait d'utiliser un onConflict do nothing, la seule chose que ça fait, c'est que ça vous enlève les erreurs et donc vous ne les voyez plus. Et vous pouvez avoir l'illusion finalement que vous n'avez plus d'erreur, que tout fonctionne normalement, alors que la seule chose que vous avez fait en fait, c'est supprimer la notification des erreurs. C'est la même chose si par exemple vous avez une ampoule rouge qui s'allume quand il y a un départ de feu, et bien en fait c'est comme si vous aviez cassé l'ampoule. C'est pas qu'il n'y a plus de feu qui démarre, mais par contre plus rien ne vous le signale. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire avec la onConflict do nothing. Donc je pense que c'est une possibilité qui est offerte par Postgre, de dire voilà, tu essayes de le faire, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu me signales rien et ça continue normalement. Mais je trouve que c'est pas forcément une bonne pratique parce que une erreur devrait normalement, quand une erreur apparaît, on ne devrait pas la cacher, on devrait plutôt essayer de comprendre d'où vient cette erreur et de corriger le traitement qu'on a pour ne plus avoir cette erreur. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Sur un conflit, on peut peut-être réagir d'une façon un petit peu différente. Donc on est un petit peu sur la même idée que lorsqu'on utilise un langage de programmation et qu'on utilise un traitement des exceptions. Quand vous avez la structure try-catch par exemple, eh bien ça va essayer de faire une ligne et si jamais ça n'y arrive pas, ça va récupérer l'erreur et au lieu que le programme s'arrête sur un code erreur et dise voilà j'ai une erreur, je ne peux plus continuer, on va pouvoir redonner la main au développeur qui va pouvoir essayer quand même d'avoir quelques instructions qui vont pouvoir corriger cette erreur. Ça c'est la même idée. On va essayer de voir comment, sur un conflit, on peut reprendre la main et essayer de voir pour corriger ce conflit. Alors, c'est ce que je vous avais déjà dit. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'insérer une nouvelle ligne qui a la même clé primaire. Et en fait, c'est tout le problème que, quand on a la même clé primaire, le système de gestion de base de données va nous empêcher de créer le nouvel enregistrement, puisqu'il dit, en fait, je ne peux pas avoir deux clés primaires qui ont la même valeur. Et bien on va essayer de mettre en place ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout simplement de dire je fais un insert d'une nouvelle personne, si jamais la personne, enfin l'identifiant est déjà dans la base de données, au lieu de faire une insertion, je vais plutôt faire une mise à jour des données. C'est ce qui arrive assez souvent, de dire voilà j'ai des nouvelles informations mais le client est déjà dans ma table client, donc au lieu de l'insérer une nouvelle fois, je vais juste faire un update dessus. Bon, alors comment ça va marcher? Eh bien, on va garder cette structure de onConflict, mais à la place de faire un do nothing, comme on a vu tout à l'heure, qui en fait empêchait juste d'avoir les messages d'erreur d'apparaître, cette fois-ci, on va lui dire quoi faire si jamais il se trouve sur un conflit. Bon, alors, je vais regarder un petit peu ma commande, et le dire tout simplement,
Voilà, donc j'essaie d'insérer une nouvelle personne qui est Jim Smith à l'ID 3. Sauf qu'à l'ID 3, moi j'ai déjà Bob qui est déjà bien en place. Ce que je veux comprendre par là, tout simplement, c'est de dire, alors si le client 3 existe déjà, ça veut dire en fait que c'est une mise à jour. Donc tu ne me fais pas une insertion, mais à la place de l'insertion, si l'insertion bloque sur un conflit de la clé primaire, donc tout simplement je vais faire, donc j'ai un conflit sur la colonne ID, alors le do nothing je vais l'enlever, mais si j'ai un conflit sur la colonne primaire, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien au lieu de faire un insert, je vais faire un update. Je vais faire un update. Alors je ne suis pas obligé de remettre la table, puisque je suis dans le même ordre, donc si je fais un insert dans client, l'update ici va porter sur client. Et l'update, je vais simplement faire un set. Alors je vais juste regarder que la syntaxe soit bonne. Ok. Set, alors prénom égale, et là en fait je vais utiliser un mot-clé du langage qui est le mot-clé excluded, égale excluded de prénom. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que, au lieu de faire un insert dans prénom, je vais faire un update de prénom. Voilà, cet update de prénom, et le prénom, je vais simplement le prendre dans les valeurs de mon insert. Et donc je vais dire, en fait, le excluded est un mot-clé pour dire, voilà, va chercher toutes les valeurs dans l'insert, les valeurs sont déjà là-dedans. Donc je vais mettre à jour le prénom, je vais faire une virgule, je vais aussi mettre à jour le nom. Donc le nom, pareil, il va être un excluded de nom. Et qu'est-ce que je peux encore mettre à jour? Je peux peut-être mettre à jour aussi le mail. Email égale excluded.email. Voilà. Donc, par cette simple commande, simplement, je vais essayer de faire un insert, et si jamais j'ai un conflit sur l'id, eh bien, au lieu de faire l'insert, je vais simplement faire un update du prénom, du nom et du mail. Je lance ça, vous voyez qu'il me dit que l'insert a été fait. Enfin, ce qu'il est en train de me dire surtout, c'est que cette commande est passée sans provoquer d'erreur. Mais si je regarde maintenant select étoile from client, vous voyez en fait que c'est pas un insert qui m'a fait. J'ai bien de nouveau 3, sauf que là où avant l'identifiant 3 c'était Bob, et bien maintenant l'identifiant 3 c'est Jim. Donc c'est bien effectivement ce qu'il m'a fait, il a essayé de faire un insert, il n'est pas arrivé à le faire parce qu'il y avait un conflit sur l'identifiant, et donc à la place de planter, il a simplement fait un update où il a mis à jour le nom, le prénom et le mail. Et donc en fait j'ai pas demandé le type client, mais le type client, effectivement en particulier, j'aurais aussi pu le mettre dans la liste pour faire l'update. Donc ça c'est quelque chose qui répond à un besoin qu'on a souvent en programmation, de dire voilà j'ai des infos, si tu les as déjà dans la base, mets-les à jour, si jamais tu ne les as pas encore dans la base, fais un insert. Et ça peut se régler en PostgreSQL justement avec cette gestion des conflits. Donc petite vidéo qui, dans le prolongement des créations de la table, nous montre comment faire des vérifications, de comment est-ce qu'on peut mettre des contraintes en place qui vont vérifier le contenu des colonnes, le contenu d'une colonne par rapport à une autre, ou qui nous a permis aussi de voir comment est-ce qu'on peut rendre le contenu d'une colonne unique, même si ce n'est pas la clé primaire. La clé primaire est toujours unique par construction. Dans un deuxième temps, on a vu qu'on peut aussi détecter les conflits, donc c'est un peu une méthode, un peu comme les try-catch que l'on peut avoir dans les langages de programmation. On essaye de récupérer une erreur du système de gestion de base de données avant qu'il fasse planter tous les traitements, et comme ça on peut réagir directement et récupérer cette erreur et la traiter de façon propre pour s'en sortir. Alors on a aussi vu le onConflict do nothing. À mon avis, c'est pas une bonne idée de mettre ce genre de choses en place, puisque le seul résultat de mettre ça en place va faire en sorte que vous n'ayez plus d'erreurs, et donc que vous ne soyez plus conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre base de données, et de le cacher, ça va en fait vous cacher qu'il y a une erreur, et vous ne vous rendrez pas compte qu'il y a des choses à corriger ou des choses à revoir dans l'architecture de votre base de données. Donc on va encore continuer un petit peu cette exploration de Postgre, et on va essayer de voir comment
ce système de gestion de base de données peut nous aider à solutionner d'autres problèmes que l'on rencontre en tant que développeur. À bientôt!